Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Clarisse, comment vas-tu? Bonjour Philippe, très bien et toi? Ouais, je vais très très bien. Alors, très heureux de te retrouver pour un nouveau live. On va parler dans ce live sur le guide des entreprises 2024 des nouveautés concernant le recrutement international en France. Et puis, on va aussi parler du marché de l'emploi. Donc, je vais tout à l'heure partager quelques chiffres, quelques données par rapport au marché de l'emploi en France. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Philippe Zinsert, je suis fondateur de MoveJob. Moi, je suis basé au Québec. Notre plateforme permet de recruter des francophones au niveau international. Et cette année, enfin en 2023, on est arrivé sur le marché français et on est accompagné par Clarisse qui, elle, propose justement ses services auprès des entreprises dans tout ce qui est processus d'immigration, dans tout ce qui est papier administration. Et d'ailleurs, Clarisse, je vais te laisser te présenter avant que je rentre dans les chiffres, les données, les statistiques. Alors Clarisse, je te laisse la parole. Merci beaucoup Philippe, ravi d'animer ce nouveau live à tes côtés. Donc moi je suis avocate depuis 2016, je suis spécialisée en droit du travail avec un domaine majeur en immigration professionnelle et en mobilité internationale. J'interviens au sein d'un cabinet qui s'appelle Majorel et on est une équipe d'une dizaine d'avocats spécialisés en droit du travail, principalement conseil entreprise, tu l'as dit. Alors parfait. Toi, tu es basé à Nantes, je crois, c'est ça? Exactement. Le cabinet Et a un puis, bureau à Paris et un bureau à Nantes. Et moi, je suis à Nantes notamment pour des raisons liées à l'immigration professionnelle et à la compétence des tribunaux administratifs français en la matière. ah, ok, parfait. Donc, Voilà, ce n'est pas un ça hasard. bouge, ça bouge plus dans l'Ouest. C'est ça. Alors, puis en parlant de MoveJob, nous, on va être présent, on aura l'occasion souvent d'en reparler, on va être présent à trois salons, un salon à Rouen en mars, un salon à Toulouse en mars aussi, et un salon à Paris qui est Paris pour l'emploi aussi en mars. Donc en fait, on va avoir trois salons pour présenter et représenter la plateforme MoveJob auprès des candidats souhaitant se trouver des opportunités, puis aussi rencontrer des entreprises qui recrutent aussi bien en France qu'à l'international. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai quelques données que je veux repartager parce que c'est vrai que souvent on parle de taux de chômage. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais que le taux de chômage en France actuellement, c'est aux alentours de 7, 7,3, 7,5, ça varie en France. Bon, on sait qu'on a eu quand même, vous avez eu en France des taux de chômage qui étaient plus forts à certaines périodes. Mm. Mais plus concrètement, ça représente quoi ces pourcentages-là? Derrière ces pourcentages-là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, en 2023, c'est quasiment près de 11 millions d'offres d'emploi qui ont été proposées aux candidats en France. 72% de ces emplois étaient ce qu'on appelle considérés comme des emplois durables, donc CDD ou CDI. Vous avez, en France, il y a à peu près 20 métiers qui sont ce qu'on appelle en tension. Alors, je ne vais pas tous les passer parce qu'il y a toujours des spécificités, mais je vais juste en donner quelques-uns pour des fois aider à comprendre c'est quoi les métiers en tension. Puis qu'est-ce qu'un métier en tension d'ailleurs? Un métier en tension, c'est un métier où il y a une forte pénurie et puis en même temps, il n'y a pas assez de jeunes, de gens qui sortent de formation et pour venir combler ces postes-là. Donc, on peut estimer que c'est des postes qui vont rester difficiles à recruter dans les prochaines années. Alors, les métiers sont couvreurs, couvreurs-zingueurs, pharmaciens, aide à domicile, aide ménager, tous les métiers de serrurier, tôlier, traceur, soudeur, carrossier automobile, personnel qualifié, plombier, chauffagiste, maçon, plâtrier, font partie de ces métiers-là. Tous les métiers dans le domaine du transport aussi, grande pénurie. Bien sûr, tout ce qui est métier de la restauration, les serveurs, les cuisiniers et autres sont des métiers qui sont Mm. difficiles. D'autres métiers aussi comme viticulteurs, arboriculteurs qui sont aussi en tension. Tout ce qui est personnel d'entretien, ce qu'on appelle les agriculteurs salariés, hein, ou ouvriers agricoles, tout ce qui va être en lien avec le domaine de la santé, et ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est mondial, tout ce qui est infirmier, médecin, Mm. aide-soignant, il n'y a pas une région dans laquelle, dans le monde, on n'en a pas besoin. Tout ce qui va être des professionnels aussi de l'animation, aussi bien pour la jeunesse et autres, qui sont aussi des métiers qui sont difficiles. Et après, tout ce qui va être les métiers aussi non qualifiés, hein, qui sont pénuriques aujourd'hui. Vous recherchez des opérateurs, des journaliers pour votre usine, votre entreprise, c'est aussi difficile. Selon la PEC, la durée moyenne d'un recrutement d'un cadre a été de 12 semaines.
en 2023. Donc, on voit que c'est quand même assez long. Et puis, chose qu'on n'a pas toujours, c'est quoi le taux de réussite après le recrutement? Est-ce que 6 mois plus tard, les gens sont encore là? Ça, on n'a pas forcément les données. Près de 7 entreprises sur 10 se tournent plus volontiers vers les réseaux sociaux pour recruter. Toujours une information qui vient d'APEC. Et on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ce qui est technologie, permettent de recruter plus facilement des candidats. Pour les candidats, la possibilité de télétravail est le troisième critère de sélection. Donc, attention aux entreprises qui décideraient de ne pas ou moins en proposer. Ça va aussi vous réduire vos candidats. 51%, c'est quand même un chiffre qui est important, 51%, donc plus d'une personne sur deux active, pense changer d'emploi sur le plus ou moins long terme. Donc, bonne pratique de développement sur la fidélisation, je pense que ça va être assez important dans les années à venir. Et je rappelle que, donc là, c'est un chiffre qui est un peu plus ancien, qui est de fin 2021, début 2022, c'est que chaque trimestre, il y avait plus de 520 000 démissions qui étaient recensées en France. Donc, les gens bougent, c'est même quand l'économie, des fois, est un peu plus instable, eh bien, les gens bougent quand même. Donc, là encore, on revient aux bonnes pratiques de fidélisation et de développement des compétences dans vos organisations. Alors, quelques chiffres maintenant sur MoveJob dans ce début 2024. En 2023, on a fait plus de 13 766 matchs entre les candidats et les entreprises sur à peu près une moyenne de plus de 500 connexions par mois. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000 candidats francophones qui sont sur la plateforme, plus de 26 000 abonnés sur nos différentes pages Facebook. Plus de 30 000 vues en moyenne sur notre page YouTube. Donc, merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous repartagent, qui nous commentent sur notre page YouTube. On est très, très heureux par rapport à ça. On a signé un partenariat en 2023 avec une ville du Québec qui s'appelle Shawinigan. Et on va avoir bientôt cette semaine une reconnaissance par une grande ville par rapport à notre approche très novatrice, mais on n'a pas le droit d'en parler parce que ça va sortir jeudi. Et puis, il y a un côté confidentiel, donc on ne peut pas en parler. C'est pas que j'ai pas envie, mais je peux pas. Quel teaser, Philippe. Ouais, c'est ça. Ouais, je vous assure que je me retiens de pas le dire. Mais bon, on m'a dit qu'on n'a pas le droit de le dire. Il faut attendre que le maire l'annonce. Alors, je vais attendre que le maire l'annonce. Quelques données, c'est sûr que aujourd'hui le recrutement international fait partie de la palette du recruteur. Hein, on a vu qu'il y avait des métiers qui étaient en pénurie, on sait que ça va perdurer, on sait qu'il y a aussi beaucoup de métiers qui vont ou qui n'attirent plus. Hein, tous les métiers manuels sont de moins, on va dire, de moins en moins sexy par rapport aux candidats. Tout ce qui est technologie de l'information et autres, ben, ça attire. L'intelligence artificielle aussi emmène de plus en plus de gens dans ce domaine-là. Donc, pour tous les métiers, on va dire plus manuels, plus techniques, il va falloir penser à s'ouvrir à l'international. Le domaine de la santé, le domaine de l'hôtellerie-restauration, ils pensent déjà depuis très longtemps, ils sont actifs. On se voit entre le Québec, la France, l'Angleterre, tout le monde se bat pour aller chercher des infirmiers, des infirmières un peu partout dans le monde parce qu'on en a besoin. Alors, maintenant que j'ai donné toutes ces informations-là, je vais te passer la parole, Clarisse, et je voudrais que tu nous parles des changements qu'il y a eu cette année. Puis je pense que en 2023, fin 2023, vous avez parlé beaucoup d'immigration en France. Et c'est quoi les impacts? Comment on peut voir les opportunités, les freins aussi, les changements? Faut savoir que au Québec, on a eu aussi beaucoup de discussions. Hein. On sait très bien que dès qu'il y a des tensions dans le pays, l'immigration reste toujours une sorte de vecteur de discussion, on va dire ça comme ça. Et j'aimerais que tu nous partages un peu, c'est quoi les grandes tendances 2023 et à venir 2024 au niveau de l'immigration. Donc, Clarisse, je te laisse la parole. Merci Philippe. Avant de rentrer dans le détail de l'immigration, c'est vrai que tout ce que tu as dit en début de live a un écho évident pour moi, parce que les employeurs français nous font part aussi de leur inquiétude, de leur difficulté à recruter sur tout type de poste, tout secteur d'activité confondu. Et c'est vrai que les notions de marque employeur, d'attraction, de fidélisation des talents sont des sujets majeurs en 2024. Avec notamment là aussi des indicateurs de bonne performance des salariés, la lutte contre l'absentéisme, la semaine des 4 jours. Enfin, il y a beaucoup de sujets RH comme ça qui sont, je dirais, à la mode finalement en 2024, mais qui répondent à un vrai besoin des entreprises de conserver leurs talents et d'en accueillir de nouveaux. Et c'est tout métier confondu. Tu parlais des secteurs en tension. En droit de l'immigration, un métier en tension, c'est une définition un peu différente d'une donnée économique, je vais en reparler, mais on retrouve un peu ces métiers-là. Donc, c'est très intéressant. Et
Et c'est vrai qu'en 2023, la France, enfin en 2023-2024, l'immigration, c'est un sujet phare dans le contexte aussi de l'organisation des Jeux Olympiques. Donc on attend en France énormément d'étrangers qui vont venir évidemment pour assister aux Jeux, mais aussi pour les organiser. Toutes les entreprises qui vont envoyer du personnel, des salariés étrangers en France pour voilà, construire les infrastructures, organiser les Jeux, accueillir les sportifs eux-mêmes et les délégations. Tout ça, ça attire l'attention vers la France, en parallèle du vote de la nouvelle loi immigration qui vient d'entrer en vigueur début 2024. Donc ça, c'est pour donner un peu les grandes tendances. Je me suis permise de présenter ici sur cette slide quelques chiffres, des chiffres tout récemment publiés par la Direction générale des étrangers en France. Ce sont encore des statistiques provisoires, mais ça donne quand même une idée d'une reprise, en tout cas à la hausse des délivrances de visas pour la France. Donc, avec le Covid, il y a eu un temps, évidemment, d'arrêt important pour la délivrance des visas. Et là, on voit que c'est reparti vraiment à la hausse, avec en 2023 environ 2,4 millions de visas de délivrés pour la France. Donc, dans ces visas-là, il y a des visas de court séjour, moins de 90 jours, et il y a des visas de long séjour qui sont destinés à des personnes de nationalité hors Union européenne qui veulent venir en France pour s'y installer, y travailler pour plus de 90 jours. On voit qu'il y a eu plus de 56 000 visas délivrés pour un motif économique, ce qui inclut beaucoup de catégories. Ça inclut les salariés, les travailleurs saisonniers, travailleurs temporaires, les scientifiques, les compétents et les compétences et talents, tout ce qui est actif non salarié, artiste, avec une forte progression pour ces deux derniers motifs. Et on voit toujours un fort attrait pour les passeports talents, qui sont une catégorie de visa, on va dire, préférentiel. C'est un peu le visa en or pour les étrangers qui veulent s'installer en France, puisqu'il permet d'obtenir d'emblée un titre de séjour d'une durée de 4 ans. Donc, c'est très favorable. Donc, voilà pour les grands indicateurs en chiffres. On voit qu'il y a une forte demande de visa pour la France. Et d'ailleurs, Clarisse, je te coupe, mais on se Oui. rend compte que nous aussi, on est à peu près dans la même stratégie au Canada et au Québec. On a de plus en plus de gens à les recruter à l'international parce qu'on a le vieillissement de la population, on a la pénurie de main-d'œuvre, on a quand même une économie, même si on a ressenti un ralentissement, mais pas forcément elle ne s'est pas comprimée, mais il y a eu un ralentissement. Et on sait qu'on va avoir besoin. Et c'est comme tu disais, les fameux talents, ceux qu'on peut faire venir plus rapidement et autres. Et d'ailleurs, je tiens à dire que souvent, on dit la France, c'est une société très administrative, c'est long et autres. La France est meilleure que le Québec dans les délais de gestion de l'immigration. Vous êtes meilleur, c'est plus rapide. Une fois que l'application candidat, c'est plus efficace. Donc, des fois, autant on peut être très bon sur des bonnes pratiques de fidélisation et on travaille avec Patrimoine RH là-dessus sur tout ce qui est marque employeur et bonnes pratiques RH. Mais la France sur l'immigration, vous êtes très efficace. C'est vrai que la demande de visa en elle-même, c'est pas ce qui prend le plus de temps, c'est plus la phase d'analyse et de préparation de la demande voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'en termes de délai, on est plutôt assez rapide. La grande différence en matière d'immigration, c'est quand même entre les ressortissants de l'Union européenne ou de l'espace économique européen et les autres. Quand on est ressortissant de l'UE, on bénéficie de la libre circulation des travailleurs, donc on peut circuler partout au sein de l'Union européenne et travailler de manière très libre. Pour les ressortissants non européens, la procédure très classique quand on veut être salarié en France, donc avec un contrat de travail français, c'est que l'employeur doit en premier lieu solliciter une autorisation de travail et donc finalement que l'employeur justifie du recrutement d'un étranger plutôt que d'un ressortissant français. Et ensuite, seulement on peut demander son visa de long séjour et obtenir une fois en France un titre de séjour. Donc il y a quand même plusieurs étapes et on voit que le travail est réparti entre l'employeur et le salarié. Chacun a un petit peu sa to-do à effectuer pour obtenir un visa en bonne et due forme. Et il existe aussi des accords bilatéraux particuliers avec de nombreux pays tels que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, pour ne citer que, du fait de relations historiques de la France avec ces pays. Et ces accords contiennent des règles un peu dérogatoires qui concernent la circulation, le séjour ou le travail de leurs ressortissants en France. Voilà, donc ça, c'est un peu la grande dichotomie ressortissants de l'Union européenne et les autres. Oui, et puis c'est vrai que vous avez cette chance-là, parce que nous aussi, le Canada est un grand pays, mais malgré tout, on a des fois cette différence, c'est que
il est tellement grand, on n'est pas si nombreux que ça au Canada, c'est qu'il y a des besoins partout. C'est-à-dire que les gens ne changent pas forcément parce qu'ils ont un problème pour trouver de l'emploi. Ils changent juste pour des projets de vie, mais il y a de l'emploi partout au Canada. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, si tous les pays sont aussi bien lotis, est-ce qu'il y a de l'emploi partout? Bah, ça dépend des métiers. On voit qu'il y a quand même énormément de flux entre les pays de l'Union européenne, mais il n'empêche que les entreprises françaises recherchent parfois des profils très spécifiques et des métiers où les jeunes sont formés, sont très bien formés à ces métiers-là, par exemple en Inde, en Chine. Enfin, chaque pays a un peu Exact. sa petite pépinière de talents avec des compétences spécifiques. Et il y a des voies d'immigration qui sont très classiques avec certains pays pour certains métiers, voilà, ou certains profils. Ok. Ça, c'est certain. Alors, les différents statuts et les procédures d'introduction en France, peut-être nous en parler aussi. Oui, en fait, quand on souhaite venir en France pour travailler ou qu'on est employeur français et qu'on souhaite intégrer un talent étranger, il y a quelques questions, les grandes questions à se poser. La première, c'est dans quel cadre va s'inscrire le recrutement. Donc, est-ce qu'on va recruter un étranger pour le faire travailler au sein de son entreprise en France avec un contrat de travail français et un salaire payé par l'entreprise française? Et dans ce cadre-là, on a toute une série en fait, de visas ils sont ouverts où on peut candidater. C'est plutôt les visas salariés, travailleurs temporaires, certains passeports talents et la catégorie des jeunes professionnels qui est plus limitée dans la durée. C'est maximum 18 mois en règle générale. Donc, il y a cette première grande catégorie que j'ai appelée salariat, par opposition au détachement, où là, on est dans le cadre de l'envoi de salariés étrangers en France pour une durée limitée, souvent dans des mobilités intra-groupes ou pour venir dans le cadre d'une prestation de service ou d'un contrat de sous-traitance. Donc, le cas classique, voilà, c'est un constructeur automobile français qui a besoin d'un sous-traitant chinois pour une ligne d'assemblage de la nouvelle voiture. Voilà, donc ils vont venir pendant 6 mois, 1 an et repartir ensuite dans leur pays d'origine. Donc là, on n'a pas du tout les mêmes schémas d'immigration et ni les mêmes visas à l'arrivée. Voilà pour les deux principaux statuts. Ensuite, évidemment, on regarde la nationalité du candidat parce qu'il existe plein d'accords entre la France et différents pays. Par exemple, les Canadiens peuvent venir en France pendant moins de 3 mois sans avoir à solliciter de visa, ce qui est très favorable. Il y a énormément d'accords qui existent avec la France et plein de pays. Donc, à chaque fois, il faut regarder un petit peu au cas par cas. On se pose aussi la question de où réside le candidat actuellement. Parce qu'évidemment, s'il est déjà en France, on n'a pas les mêmes procédures à suivre que s'il est encore dans son pays d'origine ou dans un autre pays. On peut recruter un Japonais qui vit actuellement en Indonésie et qui ensuite rejoint la France. Donc, on ne va pas faire la demande de visa depuis le Japon, par exemple, et depuis l'Indonésie. Donc, il faut savoir où se trouve le candidat et quelle est la durée envisagée de son séjour en France avec cette grande distinction dont j'ai déjà parlé, donc moins de 90 jours ou plus de 90 jours, donc les visas de court séjour ou de long séjour. Et là, on a une panoplie de visas qui existent et qui nécessitent d'apporter des documents ou de remplir des conditions différentes selon la catégorie. Et évidemment, la situation personnelle du candidat est très importante, c'est-à-dire ses diplômes. Est-ce qu'il en a? Dans quel pays il les a obtenus? Quel est le niveau? Est-ce que c'est bachelor, master, enfin voilà, des diplômes techniques ou non? Quel est son statut familial, notamment s'il souhaite venir en France avec sa famille? Dans ce cadre-là, on s'orientera plutôt vers un passeport talent qui permet de faire venir plus facilement la famille que d'autres statuts d'immigration. Voilà, donc ça, c'est un peu les questions essentielles à se poser quand on souhaite intégrer un talent étranger dans son entreprise ou quand on est soi-même un étranger qui souhaite obtenir un visa pour la France. C'est où, quand, comment, pourquoi, combien de temps, avec qui? C'est un peu les grandes questions. Et après avoir fait cette petite analyse, on arrive à détecter quel visa on peut obtenir. Ok. Aujourd'hui, les gens qui font affaire avec vous sont en règle générale plutôt des entreprises, plus que des candidats? Oui, on a principalement donc, des entreprises, ce sont des entreprises françaises qui nous contactent pour obtenir les autorisations de travail et les visas pour les salariés qui souhaitent intégrer ou dans des cadres de mobilité intra-groupe. Mais on accompagne aussi des entrepreneurs ou des start-upers, enfin, en tout cas ou des dirigeants, des mandataires sociaux qui souhaitent soit créer une entreprise en France, soit diriger la filiale française d'un groupe international, donc plutôt dans une dynamique d'entrepreneur
et pas dans une logique de salariat. Donc, on a les deux Ok. catégories et on est aussi amené à accompagner des artistes, des sportifs, des mannequins, des professions artistiques reconnues dans le monde entier, des stylistes, enfin voilà, des choses qui sont assez éloignées du salariat, mais on fait aussi ce type de procédure d'immigration. Et d'ailleurs, je voyais dans la première slide qu'on a présentée, il y avait un gros pourcentage d'augmentation Oui, dans le domaine des artistes, hein. exactement. Ok. Alors, cette nouvelle loi sur l'immigration, c'est quoi les impacts? Qu'est-ce qui change en fait aujourd'hui pour les entreprises et pour les candidats? Alors, la loi immigration, donc quand même, ça on a pris un peu plus d'1 an, hein, pour que la version finale de la loi soit votée le 26 janvier 2024, avec beaucoup de tensions politiques derrière tout ça, avec évidemment des données économiques, socio-économiques, politiques très importantes. Cette loi a été censurée pour une large partie par le Conseil constitutionnel français, euh, sauf principalement le volet travail n'a pas été trop retoqué. Et les mesures qui en résultent sont les suivantes. Donc, j'ai fait une petite slide de synthèse. Une des mesures principales, c'est la réforme du passeport talent. Donc, les passeports talents, encore une fois, le nom est un peu trompeur. Maintenant, ça va plus s'appeler que talent. C'est pas un passeport, hein. C'est d'abord un visa de long séjour avec un petit stamp talent et qui regroupe plusieurs catégories de talents. Donc, il y a des talents salariés, il y a des talents non salariés, artistes, entrepreneurs. Donc, il y a toute une catégorie de talents. Et c'est un titre qui permet de résider en France pendant 4 ans. C'est renouvelable. Et la possibilité aussi de faire venir sa famille plus facilement en France. Donc, c'est très favorable. L'idée de la réforme, c'était de fusionner plusieurs catégories en une grosse catégorie. Donc, les passeports Ok. talents pour les salariés dits qualifiés, les salariés de jeunes entreprises innovantes et les salariés en mission qui sont fusionnés dans un seul titre. C'est un peu de la customisation. Seulement, les conditions d'éligibilité pour ce titre ont été un petit peu modifiées, notamment le seuil de rémunération. Mais fondamentalement, ça ne change pas la procédure. Donc, c'est plutôt de l'optimisation. Ensuite, il y a une autre mesure phare, c'est la création d'un titre de séjour temporaire pour les métiers en tension. On y revient. Les fameux métiers en tension. C'est un nouveau mécanisme de régularisation des travailleurs sans papier en France. Donc là, on s'adresse plutôt à une population de travailleurs étrangers qui sont déjà en France et dans une situation irrégulière pour une raison X ou Y. Ça peut être parce qu'ils ont loupé le délai pour renouveler leur titre, parce qu'ils sont entrés illégalement sur le territoire. Et pourtant, ce sont des personnes qui travaillent souvent depuis des années sans papier. Donc, le gouvernement a souhaité créer ce type de séjour temporaire pour régulariser les travailleurs qui travaillent sur un métier en tension. Donc, c'est une mesure expérimentale jusqu'à fin 2026. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, le préfet gardant un fort pouvoir discrétionnaire dans l'attribution de ce nouveau titre. Et c'est là, ce qui est très intéressant pour nous, Philippe, c'est que la liste des métiers en tension, qui est une liste officielle décidée par Mhm. arrêté, va être actualisée. Et l'objectif du gouvernement, c'est d'avoir une liste actualisée tous les ans. Pour te Ok. donner une idée, la liste actuelle des métiers en tension, elle date d'avril 2021. Donc ça date un petit peu, évidemment, le marché évolue vite. Et c'est une liste qui regroupe des métiers par grande région en France. Donc par exemple, on va retrouver, je ne sais pas moi, dans la région Loire-Atlantique, toute une liste de métiers qui sont dits en tension et qui permettent d'obtenir plus rapidement une autorisation de travail. Voilà, donc cette liste va être normalement actualisée tous les ans et ce sera très intéressant pour nous de suivre ces différents métiers. Exact. Et Et d'ailleurs, voilà. on pourra peut-être la repartager, hein, Oui, dans le suivi, hein. On partagera, tu m'enverras le lien, puis je repartagerai ça oui. parce que ça peut être intéressant, aussi bien pour les entreprises qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, c'est de se dire, OK, où est-ce que je vais trouver cette liste-là? Puis ça Mhm. donne, au-delà du côté administratif qui vous allège, ça vous donne aussi une tendance du marché sur les Exactement. possibilités de recruter. Parce que si c'est en tension, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va changer rapidement, quoi. Donc, Oui, tout à fait. Et deux autres mesures phares sur lesquelles je passe quand même assez rapidement, ce sont les sanctions qui sont renforcées dans le cadre de l'emploi d'un étranger sans titre. Donc ça, c'est plutôt à destination des entreprises. Grosse alerte, voilà, on sent que l'inspection du travail va être très attentive justement dans ce contexte des Jeux olympiques et de cette nouvelle loi.
sur l'embauche des travailleurs étrangers et les sanctions sont vraiment renforcées en cas d'embauche d'étrangers sans titre de séjour ou sans autorisation de travail. Et enfin, les employeurs vont être incités à contribuer à la formation linguistique des étrangers allophones. Donc, les étrangers vont avoir la possibilité, dans certains cas de figure, de prendre des cours de français et pendant leur temps de travail. Donc, ce sera du temps de travail rémunéré. Donc, ils ne perdent pas en salaire. Ça va être un dispositif, encore une fois, à tester sur les prochains mois. On attend des décrets d'application. Voilà, pour faire une présentation du volet travail de la loi immigration. Il y a d'autres mesures dans cette loi que je ne détaille pas là, qui ne concernent pas directement le travail. Voilà, donc les procédures ne changent pas fondamentalement. C'est plutôt les conditions d'éligibilité à certains visas ou à certains titres qui sont un petit peu modifiées. Et la loi, en tout cas, dans sa majeure partie, est entrée en vigueur. Elle est d'ores et déjà applicable, même si on sent que les logiciels, notamment de demande de visa, n'ont pas encore été actualisés. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, c'est marrant parce que quels que soient les continents, quels que soient les pays, on a à peu près la même chose. En fait, les instructions vont des fois plus vite que l'outil qui permet de les gérer. Exactement. Et Ouais. oui, ça c'est assez classique. Déjà qu'il n'était pas encore totalement à jour de la loi précédente, les développeurs du gouvernement français vont avoir du boulot. Ah, ça puis le fait est aussi de la langue, hein, donc d'apprendre la langue du pays. Oui, C'est chez nous au Québec et enfin, au Canada, mais surtout au Québec, c'est vraiment un des enjeux importants pour les gens qui veulent s'installer sur oui, le long terme. Et les renouvellements de visa, c'est la même chose aussi. Donc, oui, on comprend que pour les entreprises, ça va être. Puis je pense que c'est aussi une très bonne chose que les entreprises accompagnent leurs collaborateurs dans l'intégration sociale euh, pour qu'ils puissent être heureux et globalement qu'ils puissent les fidéliser sur du long terme parce que bien sûr. c'est des besoins que les entreprises ont. Gestion d'un dossier d'immigration. Voilà, d'un point de vue plus pratique, pour vous donner quelques indicateurs sur le temps nécessaire à la gestion d'un dossier, même si la France est effectivement assez rapide, la gestion d'un dossier d'immigration professionnelle prend de quelques semaines à plusieurs mois. Euh, Évidemment, tout dépend un peu de la maturité du projet, côté entreprise comme côté candidat. C'est-à-dire si le candidat a tous les documents nécessaires pour déposer sa demande de visa sous la main, traduit en français ou légalisé parfois. Enfin, il faut avoir un dossier bien à jour. Côté employeur, faire une demande d'autorisation de travail, ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre 2 mois et demi, en fonction de la configuration, notamment si on recrute sur un métier en tension ou pas. Donc c'est assez variable et il est toujours difficile de s'engager sur un délai, mais en moyenne, quand même, on s'en sort à moins de 3 mois, ce qui correspond finalement à la durée d'un préavis souvent en France pour le Exact. recrutement de Français. Donc on ne perd pas de temps à recruter un étranger par rapport à un Français, dans la plupart des cas, sauf contexte extraordinaire, Covid, crise diplomatique avec certains pays. Ce n'est pas pénalisant de recruter un étranger par rapport à un ressortissant français ou l'Union européenne. Il faut vraiment voir par rapport à la compétence et aux besoins de recrutement. Ensuite, le coût d'un dossier pour l'entreprise. Il y a une taxe employeur qui est à verser dans certains cas, voilà, pour certains types de visas, principalement sur l'introduction de main-d'œuvre étrangère pour la première fois en France. Donc, une entreprise française qui intègre un candidat étranger pour la première fois en CDI en France va avoir à payer cette taxe, dont le montant est fonction de la durée du contrat et de la rémunération proposée. Mais au maximum, on est dans les 4 000 euros au maximum. Et c'est une taxe maintenant qui est, depuis cette année, déclarée à la Direction générale des finances publiques dans le cadre de la déclaration de TVA des entreprises. Et à cela s'ajoute pour l'entreprise le coût d'un conseil spécialisé en immigration qui là varie. Effectivement, j'ai mis un montant indicatif en fonction de la complexité des dossiers. Ça, c'est pour le côté entreprise. Pour le côté salarié, le salarié va avoir à payer le coût de son visa. Souvent, on tourne à peu près à 100 euros, un petit peu moins. Il peut y avoir des coûts de traduction de documents. Et ensuite, une fois arrivé en France, le coût du titre de séjour qui est environ 200 euros. Et à cela va s'ajouter le coût du billet d'avion ou le coût du logement en France. Et là, parfois, les entreprises ont des dispositifs d'accueil des étrangers plus favorables avec la prise en charge des billets d'avion ou une aide au logement en tout début de contrat, par exemple. Exact. Voilà, donc ça, c'est un peu pour les
les grands postes de dépenses liés à un dossier d'immigration. Puis d'ailleurs, je Ouais. fais juste une petite aparté, je regardais les données et aujourd'hui, on sait que quand une entreprise fait affaire avec un cabinet de recrutement et qu'elle lui facture un pourcentage sur son… En fait, c'est pas plus cher, hein. C'est pas plus cher que les services d'un cabinet de recrutement. Et ça prend pas plus de temps parce que, comme tu disais, même quand on recrute quelqu'un, bah, après, il y a le préavis qui est à faire. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité que les entreprises aujourd'hui françaises doivent mettre dans leur programme, c'est se dire, oui, on recrute en France en priorité pour plein de raisons de facilité et autres, mais si on est sur des métiers qui sont difficiles, autant s'ouvrir tout de suite aussi sur la possibilité de recruter à l'international parce que au final, ça ne coûtera pas plus cher, peut-être même moins cher dans certains cas, et on aura plus de candidats. Et en délai, on voit qu'on est à peu près dans la même chose. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité en France qui est très forte pour les entreprises. Tout à fait. Et enfin, pour finir un peu cette présentation, je voulais mettre en exergue les risques de la mauvaise gestion d'un dossier d'immigration professionnelle pour une entreprise. C'est tout d'abord l'échec du recrutement, ce qui est quand même le, le nerf de la guerre, hein, quand même. Ce que je conseille vraiment aux entreprises, c'est de travailler le plus possible main dans la main avec le candidat. Je m'explique, même si l'entreprise a fait sa demande d'autorisation de travail dans les règles de l'art, que côté employeur, on est prêt, pas de problème pour la taxe employeur, pas de problème pour le contrat de travail, pour le salaire, pour l'autorisation de travail, tout ça, tous les voyants sont ouverts. On peut avoir un refus de visa parce que le salarié, tout simplement, a pas su faire sa demande de visa correctement ou n'a pas trouvé les bonnes informations, n'a pas donné les bons documents. Et là, le recrutement en fait, est bloqué, tout simplement parce que le candidat n'a pas obtenu son visa, ce qui est quand même dommage. Donc, c'est bien quand même d'être accompagné sur ces dossiers, ne serait-ce que pour vérifier la fiabilité des documents transmis et la manière dont le dossier est déposé. Ça a évidemment un mauvais impact pour le côté marque employeur. On voit que la presse relaye en France assez régulièrement des sanctions prononcées contre des patrons voyous qui embauchent du personnel sans autorisation de travail, sans titre de séjour. Donc, c'est vraiment un élément important pour la réputation de l'entreprise. Et puis, évidemment, le risque, c'est d'être aussi dans le collimateur de l'inspection du travail ou de l'URSSAF en France si un salarié est en situation irrégulière. Et c'est un risque de sanction financière et administrative pour l'entreprise qui recrute. Ça peut être, au-delà d'une sanction financière, d'une amende administrative, ça peut être aussi la fermeture d'un chantier, surtout sur le secteur du BTP. Voilà, si l'inspection du travail détecte des travailleurs en situation irrégulière, une des sanctions principales, c'est l'arrêt total du chantier du jour au lendemain, ce qui est évidemment catastrophique pour ce type de projet d'envergure. Voilà, donc c'est vraiment de la sensibilisation. Il ne faut pas avoir peur de recruter à l'international, il faut juste prendre le temps de bien le faire en travaillant main dans la main avec les candidats. Et puis en même temps, je pense que ton rôle à toi, c'est bien sûr d'accompagner les entreprises, mais aussi d'accompagner les candidats des entreprises pour lesquelles tu travailles, parce que c'est pas vrai que tous les candidats sont super à l'aise avec l'administration, avec les papiers. Des fois aussi, ils prennent pas conscience des délais que ça va prendre, donc eux-mêmes vont prendre du temps avant, Oui. par exemple, refaire leur visa ou de refaire leur passeport ou d'envoyer un diplôme. Donc c'est important d'accompagner. Nous, on le voit, hein, c'est dans toutes les démarches. Souvent, c'est que c'est pas de la mauvaise volonté, mais ça dépasse, je vais pas dire, mais quelqu'un qui a un métier plutôt manuel, bah, sera moins à l'aise avec l'administration, avec les diplômes, avec tout ça. Puis ça se prépare une fois qu'on a un bon candidat, qu'on sait qu'on va le recruter, bah, déjà, c'est travailler avec lui pour qu'il s'assure qu'il a un passeport à jour, c'est tout bête, mais rien que ça. Oui, c'est Euh, vrai, c'est vrai. qu'il ait retrouvé ses diplômes ou qu'il ait fait ses demandes, enfin, qu'il ait tous ses justificatifs. Donc, je pense que c'est bien d'être accompagné par des professionnels comme toi auprès des entreprises qui, elles, ont un réel besoin, parce que si elles recrutent un Indien, c'est qu'elles ont un réel besoin, mais c'est pas leur métier de recruter un international. C'est des tas de petits détails, et puis comme tu dis, bah, si c'est pas bien respecté, ça peut avoir un impact important sur les travaux, les réalisations et autres. On arrive sur la fin de cette présentation. Clarisse, aujourd'hui, si tu avais un message à adresser aux entreprises qui
font face ou vont faire face, parce que je rappelle que la démographie de la France aussi fait que la population vieillit, il y a moins d'enfants, il y a des métiers, même si on essaye d'automatiser plein de choses, c'est quand même difficile d'automatiser le travail d'un maçon. Il y a quand même plein de métiers qui sont pas encore, puis en plus on est dans plus en plus du spécifique. Donc avoir des machines c'est bien, mais quand on est dans le spécifique, bah, il faut quand même des programmeurs derrière. C'est quoi le message que tu as envie d'adresser, toi qui côtoies tous les jours des entreprises qui recrutent à l'international dans différents domaines? C'est quoi le message que tu auras envie d'adresser à des entreprises qui n'ont pas encore fait le saut, qui se disent oh, est-ce que c'est vraiment fait pour nous? Est-ce qu'on est prêt à ça? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire qu'ils se fassent accompagner, tout simplement. Parce que c'est en fait l'utilité d'un avocat, autre d'être un partenaire de confiance pour l'entreprise, hein, c'est dans ces situations-là, c'est d'avoir un appui ponctuel dans la démarche d'immigration. C'est pas forcément c'est pas générateur de coûts exponentiels. L'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui va faire le liant entre le candidat et l'entreprise, qui va surtout décharger les DRH et les RRH de cette tâche qui est assez chronophage et de sécuriser le recrutement. Donc, en fait, si on met en balance finalement le coût d'un conseil, hein, qu'il soit avocat ou consultant, avec l'intérêt d'avoir un dossier propre et sécurisé, le choix est assez vite fait. Et nous, au sein du cabinet Majorel, on fait énormément de formations aussi auprès des directions des ressources humaines et de leurs équipes pour qu'elles deviennent ensuite autonomes sur la gestion de ces dossiers. Ce qu'on constate pour les entreprises qui, pour la première fois, sautent le pas du recrutement international, c'est qu'elles découvrent toute la mécanique, en fait, entre les autorisations de travail, les visas, qui fait quoi, voilà, quel est le rôle de chacun. Et au bout du deuxième cas, troisième cas, on se rend compte que les entreprises ont souvent un besoin de recrutement qui rentre dans la même catégorie de visa. Si vous voulez, ils vont recruter un peu le même type de profil souvent. Donc, ça revient. Donc, le schéma d'immigration va être souvent le même. Par exemple, ça va être des étudiants qui viennent de finir leurs études en France et qu'on intègre pour la première fois dans des effectifs, ou ça va être des passeports talents sur des métiers très, très qualifiés, ou par exemple, on parlait des médecins, des pharmaciens, etc. Et une fois qu'on a détecté ce flux, on peut plus facilement les accompagner pour qu'ils aient une feuille de route précise de la procédure d'immigration et devenir autonomes en fait sur ces sujets. Ouais, et en fait, je vais vraiment dans ton sens. Et ce que nous, on partage d'entreprise, c'est qu'avec la plateforme MoveJob, alors déjà, le principe de la plateforme, c'est que les gens ne voient pas les offres d'emploi, mais c'est vraiment un système de matching, hein, c'est comme un site de rencontre. L'entreprise dit qu'est-ce qu'elle a besoin, dans quelle région, les compétences, expérience, expertise et autres. Le candidat fait la même chose, et quand le candidat correspond, bah, ça match, et là, on peut rentrer dans un processus d'immigration. C'est marrant parce que la plateforme, on se rend compte qu'elle est très utilisée par les entreprises pour du sourcing, c'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas forcément un besoin immédiat, mais elles disent de toute façon, ça va prendre un peu de temps pour recruter. Donc, je regarde un peu les candidats, puis si je trouve un candidat qui est wow, et ben là, je vais me lancer, je vais commencer à rentrer en contact avec, je vais faire des visioconférences, je vais m'assurer que la personne a la même vision, l'expertise que j'ai besoin, et puis que sa personnalité va correspondre aux valeurs de notre organisation, et je rentre dans un processus. Donc, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'inscrivent juste pour voir un peu, puis dès qu'elles ont commencé à avoir des matchs, eh bien, en fait, elles opèrent, en fait, elles se lancent dans le recrutement. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que on se rend compte que sur la plateforme, parce que là, je vois qu'il y a une personne qui nous a mis un message, on a de plus en plus de métiers qui sont dans ces métiers pénuriques de la médecine. Aujourd'hui, on sait que c'est pas si facile parce qu'il faut des reconnaissances et tout ça, mais il y a des médecins, il y a des préposés aux bénéficiaires, il y a des infirmières, il y a dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, il y a des cuisines. En fait, ces compétences-là, elles existent sur la plateforme MoveJob. Il y a des gens qui ont un vrai projet d'immigration, mais des fois, c'est juste les entreprises qui sont un peu frileuses. Mais je leur dis, essayez. Regardez, vous allez voir. Si en plus vous êtes accompagné, et je suis complètement d'accord avec toi, le premier, on a toujours un peu d'angoisse. En plus, bon, bah, l'avocate nous donne plein d'informations, on a un peu peur parce qu'on voit, là, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est pas vous qui allez le faire. Vous allez vous faire accompagner par un professionnel dans le domaine et vous allez vous rendre compte que c'est super facile. En fait, le plus compliqué ou le plus long, c'est de prendre la décision de se dire pourquoi pas s'ouvrir au recrutement international, de faire votre présélection et votre sélection des candidats lors des échanges, et tout le reste, vous êtes accompagné. Et c'est là où, en fait, les entreprises, des fois, disent, bah, en fait, tu vois, on en est à notre quatrième, notre cinquième candidat qu'on a recruté dans les 12 ou 24 derniers mois, puis en fait, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas compliqué. Ça demande juste une méthodologie, ça demande de se faire
accompagné par les professionnels. Et puis surtout, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance par rapport à certains de vos confrères où aujourd'hui, bah, on se mentira pas, il y a une surenchère des salaires, on débauche les gens, mais en fait, tout ça, ça a un impact sur la rentabilité, puis aussi l'ambiance de l'entreprise, parce que quand le dernier que vous avez embauché, vous payez plus que ceux qui sont déjà là, bah, vous prenez un risque que les autres disent, bah, je comprends pas quand c'est que le Oui. dernier. Donc, c'est un moment aussi de remettre un équilibre dans la société. Puis, si on comble pas la pénurie par des gens qui arrivent de l'extérieur, bah, en fait, on va toujours être dans un manque de personnel avec une surenchère, du roulement de personnel, des démissions et ainsi de suite. Donc, au moment, il faut peut-être rééquilibrer tout ça. Et je pense que la France, c'est comme d'autres pays, ont besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre. Et de toute façon, je pense que ça fait partie de la culture de la France d'aller chercher des gens Oui. à l'international. La France s'est développée comme ça. Euh, je comprends que certains diront, ouais, mais là, trop d'immigrants. Mais l'immigration, c'est le monde, c'est la vie dans laquelle on est, et on a besoin de produits et de compétences qui arrivent de partout, et c'est ce qui fait la diversité, la force d'une entreprise. Donc, moi, si j'ai envie de passer un message aux entreprises, c'est essayer, juste essayer. Puis, il y a toujours quelqu'un qui vous dira, oui, mais moi, j'ai essayé, ça s'est vraiment pas bien passé. Mais c'est aussi vrai quand on recrute localement. Hein. Genre, c'est pas vrai que tous ceux Oui. qu'on recrute dans la même région, dans la même ville, ça se passe toujours bien. C'est pas vrai. Et c'est souvent pas plus cher. Donc, souvent, les contraintes pour pas le faire, c'est long et compliqué et ça coûte cher. La réalité, tu viens de nous démontrer, c'est pas si long que ça, c'est pas plus long, c'est pas plus cher et c'est sûrement moins compliqué. Donc, bonne utilisation auprès des entreprises. Clarisse, ça fait déjà bientôt 42 minutes qu'on est ensemble. Le temps file. Euh, j'ai pas vu de questions. Bah, j'ai vu des questions, mais c'était plus sur, par exemple, comment puis-je trouver un poste en tant que médecin spécialiste. Je suis en Algérie. Bon, bah, c'est sûr qu'il y a des équivalences à avoir. J'ai envie de vous dire, je vous recommande de vous inscrire sur la plateforme. Et puis après, c'est de regarder aussi avec les ordres professionnels qui peuvent des fois vous aider parce que je suis sûr que la France a besoin de médecins. Ça, c'est sûr et certain. Le Québec en a besoin, le Canada en a besoin, et en fait, il y a plein d'autres pays, donc il n'y a pas de raison. J'ai vu aussi qu'il y avait des commentaires d'un opérateur en CNC. Oui, des opérateurs CNC, il y en a besoin en France, il y en a besoin partout. Donc là encore, mais faites votre processus, et puis c'est vrai que c'est un peu plus long que le recrutement dans une ville ou dans votre ville, mais c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait le premier pas. Mais je suis convaincu que dans les 2 prochaines années, les taux de recrutement à l'international vont faire que s'amplifier et des opportunités, il y en aura. Alors, je ne veux pas dire que vous allez attendre 2 ans, mais juste dire, c'est que chaque année, la population vieillit, chaque année, il y a de moins en moins de jeunes professionnels qui vont dans certains métiers. Donc, cette rareté qui est en train de se créer, les entreprises vont devoir les combler ou alors sous-traiter avec des gens à l'international qui, eux aussi, auront besoin de gens pour produire les services ou les produits. Donc, il y a encore plein d'opportunités. Clarisse, je te remercie beaucoup de ton temps. Merci Philippe. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir parce qu'on va s'en reparler. Mais MoveJob, on va être présent à 3 salons, un à Toulouse, un à Paris et un à Rouen. Donc, on va se reparler de tout ça très prochainement. Avec Merci. plaisir. De rien. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous avez des commentaires, des questions. Suivez-nous sur notre page. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, on a déjà fait des lives avec Clarisse sur notre page YouTube. Vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver sûrement plein d'informations. Et si vous avez besoin de conseils, si vous êtes déjà en relation avec une entreprise et que vous dites, ah ben, j'aimerais t'accompagner, l'entreprise, bah, vous avez les coordonnées de Clarisse sur cette présentation. De toute façon, on les remettra aussi sous la vidéo. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations. Merci à tous et à toutes et à Merci très beaucoup. bientôt. Merci Clarisse. Au revoir. À bientôt Philippe.